Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois cette semaine, je suis en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et bon, comme on vous le mentionne depuis déjà, je crois, 2-3 semaines, là, on arrive vers notre fameux 10e épisode qu'on attend avec grande impatience. On est encore en train de vous préparer un peu le concept spécial qu'on veut mettre en place pour ce 10e épisode-là. Et encore une fois, si on peut dire, là, on va maintenir aujourd'hui nos classiques pour faire ça en bonne et due forme avec nos deux segments au son de la cloche et dans vos poches. Par contre, c'est sûr que, encore une fois, on veut écouter vos commentaires, on veut savoir un petit peu plus votre avis pour pouvoir vous concocter là, un espèce de petit spécial que vous allez apprécier. On a hâte en tout cas. On n'oublie pas, je vais t'interrompre JP, Absolument. on n'oublie pas le fameux disclaimer comme on fait à chaque semaine. Je pense que vous êtes maintenant pas mal au courant, mais c'est toujours bon de le rappeler pour les petits nouveaux. On n'oublie pas aujourd'hui que on va vous parler aujourd'hui, il s'agit du reflet de notre opinion personnelle, mais il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Moi, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller financier, fiscaliste, comptable, etc. si vous voulez avoir une recommandation qui est adaptée à votre propre situation personnelle. Excellent. Donc, effectivement, partons ça en force, notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, j'ai soulevé un sujet à Gab qui était intéressant. En fait, pour faire ça simple, on vous a parlé un peu de la crise qui se produit présentement en fait en 2020. On est également revenu un peu dans le temps pour vous parler de ce qui s'est passé en 2008. Et on s'est dit, pourquoi ne pas être cohérent et y aller avec un retour encore plus dans le temps, dans le passé, et aller avec la fameuse crise des dot-com. Oui, exact. Puis surtout que c'est une crise qui est un peu oubliée, je trouve, surtout... qui a tendance à être un peu oubliée, mais pourtant elle est extrêmement massive. Hein. Surtout, il y a certains titres technologiques qui se sont jamais remis de la crise de 2000, hein, parce que c'est sûr que c'est... Alors, il y a certains prédicateurs qui diront que c'est le bug de l'an 2000. Là, vous vous souvenez, la plupart des systèmes informatiques, ils n'étaient pas adaptés à ce que, après le 1er janvier 2020, l'heure se mette à jour. Alors, il y a certains qui disent que c'était basé là-dessus, mais c'était beaucoup plus complexe, en tout cas, que ça. Là. JP, je peux te laisser regarder ça avec... Donc, je vais vous introduire un peu le contexte qui est arrivé lors de la crise... la crise des technos aussi qu'on peut formaliser parce que c'était assez ciblé, si on peut dire, cette crise-là. Pour faire ça simple, ce qui s'est produit là, vers la fin des années 90, surtout entre 95 et le début des années 2000, on a vu une hausse marquée au niveau des marchés boursiers, mais principalement dans le secteur des compagnies technologiques qui étaient un peu soudainement rendues les grandes compagnies de ce monde au niveau des marchés boursiers, ce qui était un changement d'air. Là. C'était pas le cas à l'époque. Les marchés boursiers étaient dominés par bien d'autres types de compagnies. Puis c'était le démarrage aussi d'Internet aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça le dot-com. Au début, à la fin des années 90, c'est à cette période-là que Internet a commencé à se démocratiser. Même si, bon, par rapport à aujourd'hui, c'est une vraie blague, là. On va pas se le cacher, là, mais c'était déjà le début de plein de boîtes qu'on connaît aujourd'hui. Google, Facebook non, là, mais Amazon, etc. ont commencé à démarrer à cette période-là. Exact. Et ce qui a été marquant, justement, c'est le fait que, soudainement, par le fait que l'Internet et tout ce qui était technologique était un petit peu de l'inconnu pour les investisseurs à cette époque-là, il y a eu vraiment une flambée des compagnies qu'on va appeler les dot-com, des compagnies numériques ou technologiques qui se sont lancées, qui ont décidé de commencer à faire affaire et à se mettre public également, à faire ce qu'on appelle des IPO ou des premiers appels publics à l'épargne, donc devenir listé sur un marché boursier. C'est ça, d'être introduit en bourse en fait, de façon générale. Exact. Et ce qui s'est produit, c'est que les premières qui ont fait ça, vers les années 95, 1995, etc., ont eu des performances qui étaient vraiment impressionnantes. Et donc là, ce qui s'est produit, et ce qui a entraîné la crise des dot-com, c'est le fait que soudainement, les marchés montaient sans fin, parce que les compagnies technologiques, Gab et moi, on aurait pu dire, on se part une compagnie, là, Gab et JP.com, et plutôt que de commencer à produire quelque chose et montrer quelque chose, on va faire un beau plan sur qu'est-ce qu'on va faire. On va mettre un paquet d'argent sur le marketing, sur l'espèce d'apparence de notre compagnie, et on va dire, parfait, on vient d'être créé il y a 2 semaines, mais on devient public. On n'a aucune preuve, on n'a pas de contenu, on n'a rien sur qu'est-ce qu'on fait réellement. On est une belle compagnie, on a fait de la grosse pub, et on devient public, et soudainement, notre titre, la première journée où on est transigé, on dit, bon, ben on va partir ça à 10$, et soudainement, à la fin de la journée, ça vaut 90$ l'action. Oui. Ça vaut 100$ l'action, des rendements qui dépassaient les 400 et 500% de rendement journalier dans la première journée d'échange.
Et ce n'était pas quelque chose qui était peu commun. Comme on l'a dit, n'importe qui, à cette époque-là, pouvait partir une compagnie .com et c'était... Les investisseurs adoraient. Il y avait vraiment un effet de vague, un effet d'entraînement où tout le monde investit là-dedans. Nouvelle compagnie publique, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont des super beaux revenus projetés dans 15 ans, mais pourquoi pas investir là-dedans? Et ce qui s'est produit, c'est le fait que, bien entendu, lorsqu'il y a plein de compagnies qui se lancent, plein de nouveaux investisseurs, plein d'investissements, beaucoup de demandes, eh bien, les marchés ont eu une tendance haussière assez drastique. Et c'est là où ce qu'on appelle une bulle dans les marchés est quelque chose qu'on va toujours, si on peut dire, vouloir observer à l'avance, mais qu'on ne va jamais pouvoir le faire, et que quand ça va crever, lorsque les marchés vont soudainement virer de côté, on va dire « Ah, c'est vrai, on aurait dû le voir venir ». Donc les bulles, c'est ce qui s'est produit. C'est une bulle, ça éclate, comme par définition. Exactement. Et ce qui est curieux, c'est ça, c'est qu'on tout le monde va dire « Ah, pourquoi on l'a pas vu venir ?» Alors que, de toute évidence, c'était effectivement assez clair lorsqu'on regarde en arrière. Et donc, pour laisser la parole à Gab, pour qu'il rajoute quelques points et faire une petite clôture sur l'introduction de la bulle des .com, c'est qu'à un certain point, lorsque la valeur des compagnies était super élevée, eh bien les grands de ce monde, les Cisco de ce monde, les grandes entités qui existaient à cette époque-là, ont commencé à dire on se rend compte que notre titre de notre compagnie commence à être trop élevé. Et donc, on a vu des compagnies, justement, je nomme Cisco qui est un bon exemple, ont commencé eux-mêmes à vendre leur part. Les personnes qui détenaient, par exemple, dans les gestionnaires de cette compagnie, ont commencé à vendre leur part dans leur propre compagnie, sachant que le titre était élevé. Ouais, exact. Ils savaient déjà que c'était surévalué par rapport aux bénéfices réels. Hein. On se souvient, on en avait parlé dans quelques épisodes, là, mais du fameux style croissance versus style valeur. Ben là, on se rappelle, on s'est souvenu, la dernière fois, on avait parlé de mes erreurs avec un titre qu'on citera pas parce qu'il faudrait que vous réécoutiez l'épisode. Là, on laisse un peu de disclaimer. Puis pour ce qui est en fait, malheureusement, les gens analysaient, en tout cas, vraiment ce genre de titre avec un style croissance pur et dur, sans se soucier des fondamentaux quand même, des fondamentaux économiques de l'entreprise. Moi, je pense effectivement, tu as mentionné Dell, Cisco, c'est sûr que c'est des boîtes qui ont explosé parce que ça se vendait les ordinateurs, il y avait le software. Moi, je pense à Red Hat aussi, qui était une compagnie en plus Linux. Les gens, ça les faisait rêver, quand on disait ah oui, monsieur, c'est du Linux, ah ok, parfait, il y a un potentiel de fou. Donc c'est sûr que ça faisait, comment dire, le .com aussi, c'est ça, le fait de rajouter à la fin, il y avait des boîtes qui se lançaient comme ça, n'importe comment avec, alors regardez par exemple, c'est bête, hein, mais Amazon.com, c'est pas du tout involontaire que ce soit indiqué dans le nom à l'époque, hein, ouais. Dans le nom Amazon.com Inc., Exact. C'est pas du tout involontaire. Moi j'ai une autre idée, et puis j'ai une autre, comment dire, un autre exemple moi qui me vient tout de suite en tête. J'ai connu l'époque où AOL existait. Je ne sais pas si ça existait chez vous, à JP, là, à ton époque. Je ne connais pas. AOL, c'était un peu comme c'était un espèce... Je sais qu'en France, on a eu le portail Lycos à l'époque. C'était comme un espèce de précurseur à Internet, là. Donc, t'accédais avec ton espèce de modem, etc. Tu te connectais avec le téléphone, là. Puis ça, je sais que cette boîte-là, ça pareil, ça était valorisé une fortune parce que t'avais des forums sur AOL, c'était vraiment l'ancêtre de Facebook et Google mélangés ensemble, avec les pages jaunes aussi, parce que c'était utile pour l'annuaire, là. Donc c'était complètement fou. Puis des boîtes comme ça là, étaient capables de faire des rendements monstrueux. Il y a même eu des très grosses acquisitions dans cette période. La fameuse AOL, par exemple, avait été achetée par Time Warner, qui est comment dire, qui est une boîte qui fait du câble, etc., des télécommunications aux États-Unis, puis ils font aussi de la production de cinéma, etc. C'est une énorme boîte. Puis évidemment, AOL aujourd'hui, c'est AOL, quoi. Ça existe quasiment plus. Alors, c'est un bon exemple, je trouve, de titres qui malheureusement ont sombré un peu dans la bulle Internet, là. Et puis, donc, c'est ça. Si je peux juste conclure là, avant qu'on passe un petit peu sur une autre partie dans le segment qu'on va vous proposer, là, c'était effectivement, comme on a dit, là, je vous ai mentionné qu'il y avait eu plusieurs ventes qui avaient été faites par des gestionnaires, des grands noms de cette industrie-là. Eh bien, ça a entraîné, bien évidemment, lorsqu'on voit que des gestionnaires de Dell et de Cisco vendent des quantités massives de parts, ben, ça a entraîné l'effet inverse d'entraînement qu'on avait au début, où tout le monde voulait acheter les compagnies .com. Et bien là, en voyant que ceux qui connaissaient et ceux qui faisaient partie de l'industrie commençaient à vendre, et bien là, les investisseurs qui s'y connaissaient moins, qui étaient un petit peu rentrés là-dedans avec l'euphorie, ont commencé aussi à vendre, et c'est là que la bulle a explosé. C'est là qu'on a vécu cette espèce de crise financière-là du début des années 2000. Donc ça a été à la fois une hausse drastique marquée par les technologies, mais aussi une baisse drastique tout aussi marquée par les technologies,
qui a eu un impact sur systémique sur les marchés, si on peut dire, parce que le capital, avec la baisse de la valeur des actions ou des titres des compagnies de techno et même la faillite de certaines compagnies de techno qu'on va parler sous peu, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené de la perte de milliers, de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de capitaux d'investisseurs publics-privés. Donc, c'est ce qui a entraîné l'effet global, mais c'était centralisé sur une seule et même industrie, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on vous avait parlé en 2008, ce qui est un petit peu différent de ce qui s'est passé cette année en 2020. Et c'est ce qui rend intéressant cette crise des années 2000. C'est passionnant. Puis, tu sais, dans tous les cas, moi, puis cet exemple-là, il peut être reporté aussi sur d'autres crises, micro-crises plus contemporaines. Je pense particulièrement aussi, c'est sûr, peut-être on en fera aussi un épisode spécial parce que je me répète, mais c'est quand même assez intéressant. Il y a quelques temps, il y avait un effet identique avec par exemple les stocks de marijuana médicinale ici au Canada. Ouais. Là, c'était complètement fou. Là. Tout le monde se mettait à acheter ça alors que ça fait pas d'argent. Ce n'était même pas encore techniquement légal d'ailleurs. C'était pas encore légal. Les compagnies commençaient à être transigées. Exact, c'était complètement fou là. Moi, je voyais, il y avait des gens qui connaissent rien en bourse qui commençaient à dire ah oui, je vais tout mettre là-dedans. Puis finalement, la bulle, encore une fois, elle éclate. Donc exact. C'est un bon exemple que les crises passées, elles peuvent aussi avoir une bonne interprétation, puis ça vous permet de vous donner aussi une grille de lecture pour les crises ou les investissements futurs que vous pourrez faire dans un portefeuille. Là. Exactement. Et si tu me le permets, Gab, on va passer vers un segment plus concret. Là. Ce qu'on voulait faire, c'était vous donner un petit peu une idée globale de ce qui s'est passé dans la crise des technos des années 2000. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est parler un peu de deux compagnies qui ont fait leur premier appel public à l'épargne, sont devenues listées sur des places boursières lors de cette crise-là, lors de cette période-là de bulle, si on peut dire. C'est-à-dire, Gab, on a parlé Amazon, qui était Amazon.com à cette époque-là, effectivement. Donc, je vais laisser Gab en parler dans quelques minutes au niveau d'un cas que ça s'est plutôt bien passé. Ouais, on le comprend, là, avec la valeur boursière actuelle, Gab en reparlera. Et une autre compagnie que je vais introduire à l'instant, qui est TheGlobe.com. Et lorsqu'on a fait les recherches préparatoires au podcast, Gab n'avait aucune idée de c'était quoi. C'est la première fois que j'entends parler. Personnellement, je dois dire moi aussi. Par contre, j'ai lu un peu là-dessus, effectivement, avant de pouvoir lancer le podcast aujourd'hui. Et quand même assez intéressant. Donc, pour vous faire ça simple, TheGlobe.com a été une compagnie, effectivement, qui a décidé en 98 de devenir publique. Donc, elle a décidé d'être listée et de faire son premier appel. TheGlobe.com, de manière simple, là, c'était une compagnie... C'est un petit peu le Facebook, mais dans le domaine du partage de sites web personnels. C'était un peu le début des médias sociaux, mais c'est un peu mitigé. C'était pas encore rodé comme il faut. Là. J'ai regardé sur Wayback Machine, d'ailleurs, je peux vous recommander ce site-là. Là. C'est comme un truc qui permet d'aller chercher les archives d'anciens sites internet. Moi, ça ressemble un peu à Reddit, mais en version... archaïque. En version préparée rapidement pour mettre une compagnie publique, si on peut dire. C'est un peu le genre de truc... à l'époque d'Internet Explorer, c'était populaire. Ça marchait bien. Mais donc, TheGlobe.com, en fait, donc, comme je vous l'ai mentionné, on décide de devenir public et l'impact que ça a eu est quand même assez intéressant. Donc, ils sont rentrés initialement avec un prix par action de 9$ lorsqu'ils ont été listés. Et dans la même journée, là, soudainement, ils sont rendus avec un pic, ils étaient rendus à 97$ dans la première journée de trading. Donc, de 9$ qu'ils attendaient au début, c'est monté jusqu'à 97$. Ça a été à peu près 977% de rendement dans la première journée uniquement. Donc, pour vous donner un exemple, là, imaginez-vous, on fait des rendements annualisés présentement. Là, si vous gérez vos choses, tout se passe bien et sans considérer ce qui s'est passé en 2020, on peut viser, dépendamment de vos profils d'investisseurs, du 6%, je sais pas, 6 à 10%, là, dans approximatif. Mais oui. En une journée, vous aurez pu bénéficier, en étant là-dedans, de 977% de rendement. Journalier. Journalier, absolument. Imaginez que ce soit, si c'était composé, là. Exactement. Moi, je dis, vous achetez au début de la journée, vous vendez à la fin, vous avez 977% soudainement de plus sur votre capital. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui est particulier, c'est que cette compagnie-là, c'était un peu rien. C'était encore une fois comme je l'ai introduit, c'était beau, c'était bien publicisé, il avait mis beaucoup d'argent pour que ce soit vraiment, ça soit alléchant et que ce soit vraiment révolutionnaire au niveau des technologies. Mais ce qui est arrivé effectivement, c'est que le titre, au début des années 2000, vers août 2001 si je me trompe pas, a perdu la valeur là, drastiquement lorsque la crise est arrivée et lorsqu'ils ont réalisé que cette compagnie-là n'avait en fait rien de concret en arrière. Et le titre est arrivé en deçà du dollar et comme on le sait, il y a certaines règles, entre autres au niveau du Nasdaq, ça a été délisté du Nasdaq parce que c'était en deçà du dollar par action. Et donc, ça a été un changement assez drastique pour cette compagnie-là qui, à première vue, était vraiment vouée à un grand succès. Ouais, et puis ça, c'est sûr que ce genre de boîte, vous en souvenez, là, c'est sûr qu'on pourra en faire
mon Dieu, encore un épisode spécial, ça s'en vient. Sur les penny stocks, ça devenait effectivement une action qui pouvait plus être transigée en fait sur les marchés publics. Donc dans ce genre de cas, c'est un peu fini là. Quand tu deviens dans le pink sheet, ça c'est le nom exact. Ça veut dire en fait que ta boîte va vraiment pas bien là, en tout cas. Donc c'était le cas que je voulais parler du côté introduit au niveau des marchés dans la période de la bulle, mais mal terminé de Globe.com. Ça n'existe plus, on sait pas c'est quoi, et je l'ai appris par ma magnifique lecture de tout à l'heure. Je vais laisser Gab par contre parler d'une histoire qui est diamétralement opposée. Puis moi-même qui suis membre Prime, là, je veux dire, je commande indécemment, à la maison, là, donc je connais bien l'entreprise. Amazon.com ou Amazon, enfin entre nous on n'aura pas besoin d'utiliser le .com, mais Amazon à l'époque, en fait en 94, parce que c'était fin des années 90, mi des années 90, par un monsieur aujourd'hui qui est très très riche, qu'il s'agit de monsieur Jeff Bezos. Puis à l'époque, on le sait, puis je sais que moi quand j'ai commandé, quand j'étais jeune, sur Amazon, c'était des bouquins uniquement, là, les BD, etc. Puis c'est vrai que, en 97, c'est à ce moment-là que Jeff Bezos dit, écoute, je vais me lancer un premier appel public à l'épargne, puis je vais être introduit en bourse. Le prix, on avait regardé ça ensemble, JP, là, avant de préparer l'épisode, ça valait $18 à l'introduction en bourse. Première journée, $107. Ça remonte complètement en flèche. Ouais. C'était complètement la folie. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de volatilité, en tout cas sur le stock. Donc c'est vrai que des fois dans ce genre de journée, là, ça revend, ça rachète. Là, c'est des journées de folie. Là. Une journée d'introduction en bourse, il faut attendre quelques semaines que ça se stabilise. Et puis c'est vrai que comme toutes les dot-com, elle a plongé au même moment. Là. Donc quelques semaines après l'an 2000, là, à ces moments-là où ça commençait à être difficile, pareil, ça descendait au plus bas, ça valait $7. Donc ça avait complètement plonger l'action. Aujourd'hui, il faut se dire que l'action Amazon, je crois qu'elle vaut $2300, là, quelque chose du genre. Donc c'est complètement monstrueux. Puis c'est une entreprise qui se tire très très bien. En fait, c'est sûr que aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant avec Amazon, c'est ils ont complètement du modèle de commande de livres, de libraire internet, ils ont complètement révolutionné la façon dont on consomme aujourd'hui. Je sais que maintenant, ils veulent faire des livraisons par drone, veulent faire des livraisons par... même aux États-Unis, ils veulent se lancer dans le médical aussi. Donc c'est complètement... c'est un conglomérat, en fait. Ça a remplacé aujourd'hui notre façon de consommer de façon incroyable. Donc c'est normal aujourd'hui que, en revanche, comme ça fait des profits, ça reflète quand même une valeur qui me paraît beaucoup plus cohérente, même si certains diront que c'est un stock qui est surévalué aussi. Exactement. Et puis, si on conclut le segment au son de la cloche, là, ce qu'on voulait vous parler un petit peu, c'est un peu ça qui est intéressant, puis on vous invite à en lire plus sur la crise des années 2000, parce qu'il y a plusieurs concepts. À l'époque, c'était simple, c'était... Amazon faisait une librairie en ligne. OK, moi, je partais une compagnie de livraison d'épicerie ou de biens alimentaires. Il y a plusieurs concepts qui existent de nos jours, que des compagnies ont repris. Je parlais de la compagnie tout à l'heure, mon exemple, qui était un petit peu similaire à Facebook. Donc, il y a plusieurs compagnies qui ont eu des très bonnes idées à cette période-là. C'était innovant. Par contre, le fait d'avoir mis autant d'attention sur le côté apparence, sur le marketing, plutôt que sur le contenu, c'est ce qui a fait mal à ces compagnies-là. C'est ce qui a entraîné la crise. Parce que si le fondamental existait, si le contexte en arrière existait dans ces compagnies-là, qui sait où est-ce qu'on en serait maintenant? On aurait peut-être eu 10 ans d'avance sur plusieurs technologies et plusieurs compagnies qui existent maintenant et qui ont existé à partir de la fin des années 2000, là, un peu comme Facebook est un très bon exemple. Donc c'est ce qui est intéressant avec cette crise-là, c'est le fait que techniquement, ça aurait pu être très 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 tranquille comme situation si le fondamental était là, puis Gab en a parlé, Amazon ont survécu, parce qu'en même temps, ils ont travaillé sur le fondamental. Il y avait beaucoup d'apparence. Il y en a plein aussi des bons exemples, des bons exemples de titres qui ont survécu, d'autres qui ont eu beaucoup plus de difficultés, qui ont eu de la difficulté à s'en remettre. Après, il faut se dire de façon générale que, puis regardez, si vous le souhaitez, sur Google, l'évolution du Nasdaq, vous verrez qu'il a toujours eu de la difficulté à reprendre en fait, ses valeurs initiales, en fait, ses valeurs de l'an 2000, parce que c'était complètement fou. Exact. On sait que le Nasdaq, de façon générale, il comporte beaucoup plus d'entreprises, entre guillemets, qui sont relates au secteur des technologies.
Même si maintenant c'est plus tout à fait vrai, là. C'est juste une bourse compétitrice en fait à la bourse de New York, là. Même si les deux sont basés à New York, là. C'est ça qui est ironique. Mais je trouve que c'est encore une fois, là, je me répète, mais c'est une bonne grille de lecture là, pour commencer et comprendre, ne pas sauter aussi sur l'émotion. Si on vous dit go go go, ah oui c'est .com, c'est bon, ça veut dire c'est Internet. C'est comme si je disais, il y a 2 ans là, je me souviens, on a eu les hand spinners là, puis tout le monde se mettait à lancer là-dessus. Peut-être soyez neutre et impartial aussi dans votre jugement. Dites-vous, est-ce que ça vaut réellement quelque chose, hein, moi, je pense que c'est ça qu'il faut se souvenir. Exactement. de Puis ça. on pourra en reparler dans un autre épisode, mais présentement, plusieurs personnes soulèvent le point. Est-ce qu'on est en l'an 2020 ou même ce qui s'en vient en 2021 dans une espèce de réplique de la bulle des technos, parce qu'on les compagnies technologiques, les grandes compagnies technologiques maintenant ont des valeurs qui sont assez ahurissantes au niveau des marchés boursiers. Donc plusieurs personnes soulèvent ce questionnement-là. Donc ça va être intéressant d'en reparler un petit peu plus en détail sur les fameux GAFA, là, les grandes compagnies technologiques. Donc passons maintenant à notre deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, je vais laisser Gab introduire le sujet pour cette semaine. C'est lui qui me l'a soulevé et c'est quand même assez intéressant. C'est une bonne question à poser, puis ça vient un petit peu faire un lien avec... On vous parlait souvent de vos projets, de quoi faire avec vos finances et de comment gérer vos finances pour atteindre certaines cibles. Puis ça fait partie du projet que plusieurs personnes ont en termes pratico-pratiques. Là. Donc, Gab, je vais te laisser introduire ce que tu veux qu'on parle cette semaine. Ça fait partie aussi de nos autres passions. La dernière fois, on vous a parlé du sport, etc., qu'on aimait bien... garder le foot, etc., puis autres sports, etc. Là, c'est une autre passion qui est en fait l'automobile, parce qu'on aime bien ça, nous, personnellement, là, les vieilles bagnoles, etc., là, pour en avoir 2 à chacun, j'en ai une par le passé, là. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous seriez mieux d'acheter... Là, on parle vraiment de véhicules neufs, là, pour évidemment... parce que sinon, ça va être trop compliqué. Acheter ou louer sa voiture. Tu sais... C'est souvent la question que vous pose quand vous rentrez maintenant chez le concessionnaire. Puis je sais que c'est le concept du leasing, donc la location automobile, est très populaire ici au Canada. Ça commence à se démocratiser aussi beaucoup en France. Là, oui. Alors c'est souvent quand vous rentrez chez le concessionnaire et vous offre, souvent on vous accueille avec le petit café, etc. Vous rentrez dans le bureau, on vous fait montrer le showroom. C'est très scénarisé en fait la visite chez le concessionnaire. Puis là on vous dit, écoutez monsieur, combien vous souhaiteriez payer par mois? Souvent ils vont même pas te parler de prix du véhicule, ils vont dire monsieur, regardez, je vous propose, c'est combien votre budget pour votre voiture? Je sais pas, 200, 250 par mois. Parfait, donc moi regardez, je peux vous proposer celle-ci, vous avez une location, ça c'est en location. Sinon, vous pouvez la financer, c'est un peu plus cher, etc. On a un crédit qui est à 0%. Je me souviens la dernière fois, là, on en avait parlé dans les premiers épisodes, ouais. Ça n'existe pas le 0%. Souvent, on vous dit, bon, écoute, moi je peux t'offrir aussi la location, c'est pareil, c'est à 0%, il n'y a pas de taux d'intérêt. Puis tu vas voir, c'est pas cher. Tu peux avoir la voiture, monsieur, vous pouvez avoir la voiture pour 100 par mois. Ah, parfait, super, etc. Tu sais, c'est un contrat de 60 mois, donc vous gardez ça, puis vous avez un kilométrage qui est inclus. Là. Vous avez par exemple 20 000 par année. Puis si vous dépassez, évidemment, vous payez, évidemment, parce que Bon, le concept qui est derrière la location, c'est que c'est pas compliqué. Une location, c'est un financement déguisé, là. Pas plus loin que ça. Là. C'est juste un financement sur la dépréciation. C'est-à-dire que le concessionnaire, il sait que dans 4 ans, 5 ans, souvent les voitures neuves, elles perdent déjà beaucoup de leur valeur. Là, tu m'excuseras, mais par exemple, je sais, j'avais fait mes calculs aussi, par exemple, pour des voitures moyenne gamme, là, pour nos collègues français, moi, je vais parler d'une Renault Mégane, là, c'est l'équivalent. Ici, on va parler plus d'une Ford Focus, là, par exemple, en Amérique du Nord. Ta Ford Focus, elle va perdre, la première année, elle va perdre déjà 10% de sa valeur. Très clairement, tu sors chez le concessionnaire, elle perd déjà 10%. Ouais. Rien que pour le premier titre, c'est normal. Même il y a des pensées qui vont dire que ça perd même jusqu'à 30%. Ça, c'est peut-être des personnes pessimistes, mais qui vont dire que tu perds près de 30% de la valeur juste en quittant le concessionnaire, parce qu'elle n'est officiellement plus neuve dès que tu en prends possession en quittant le lobby de parking du concessionnaire automobile. Ouais, et puis, bon, il y a aussi ça pue l'odeur du véhicule. Ça, d'ailleurs, c'est une autre astuce qu'utilisent beaucoup les vendeurs de voitures. Vous remarquerez, elles sont toujours très propres. Hein. Quand ça sort de chez le concessionnaire, ça sent bon. Ça sent la voiture neuve.
cette odeur-là, là, c'est du parfum. Là. Faut pas Ouais. faut pas se leurrer là-dessus. Puis quand vous quittez, c'est ça, chez le concessionnaire, bon, voilà, on va dire 10% là pour simplifier. La deuxième année, c'est pareil, ça va perdre 10%, etc., etc. Donc vous voyez que c'est une dépréciation qui est entre guillemets sous forme, qui est, on appelle ça logarithmique, là, en maths, là, on appelle ça un logarithme, c'est-à-dire que ça descend de plus en plus, ça descend rapidement les premières années, puis après, à la fin, comment dire... Ça s'ajuste un peu en courbe, effectivement. C'est ça s'ajuste en courbe. Donc, tu sais, le concept, c'est que le concessionnaire, lui, il va calculer une dépréciation. Il sait que, par exemple, les bagnoles qui ont 5 ans d'occasion, lui, il les vend, je sais pas, quand il les a achetées neuves à 23 000, bah, il sait qu'il va les revendre 11 000, par exemple, 5 ans plus tard. Chose que j'ai faite, par exemple, personnellement, là. Donc, tu sais, il le sait exactement qu'il va le revendre à ce prix-là. Puis, lui, dans l'idée, il va dire, bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que toute cette dépréciation, cette perte de valeur-là, bah, je vais le mettre sur des paiements réguliers, en fait. Je vais le diviser tout simplement par 5, divisé par 12, parce que c'est des paiements mensuels. Puis, c'est ça, le but de la dépréciation. Puis, c'est sûr que, en plus, il sait que, comme quand vous signez un contrat de location, comme ça, il sait que la voiture va être en bon état, entre guillemets, parce que vous engagez à faire les changements d'huile, faire les vidanges, à changer les pneus. Même il inclut certains services, certaines réparations pour être certaine qu'elles soient faites et que ce soit inclus dans le service. Donc, c'est vrai que l'état de la voiture dans un contexte de location est maintenu stable. Et c'est ce qui rend la location intéressante à la fois pour le concessionnaire, bien évidemment. Comme Gab l'a expliqué, pour eux, c'est simple. Ils perdent absolument rien au change, au contraire. Et pour vous, ça vient un petit peu vous prendre un véhicule que vous pouvez garder pendant une période de 5 ans, que vous êtes bien à l'aise, que vous pouvez profiter, qu'elle est de l'année, super belle, et qu'à la fin du 5 ans... Exactement. Et qu'à la fin du 5 ans, vous avez le choix de dire, bon, ben, je vais me prendre une autre location pour un autre véhicule, ou bien je vais dire au concessionnaire, parfait, c'est quoi la valeur résiduelle? Ok, c'est tel montant, parfait, mais je vous l'achète. C'est ça. Puis vous pouvez... L'avantage, je dirais, c'est sûr, d'une location, c'est que si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, fait beaucoup de kilomètres, puis qui a tendance à, comment dire, entre guillemets, à avoir la bagnole dans un état, comment dire... Je pense beaucoup aux commerciaux, par exemple, les gens qui se déplacent pour faire des ventes. C'est sûr que ça, c'est idéal, parce que déjà, premièrement, c'est déductible, c'est des frais professionnels, donc c'est déductible d'impôts. C'est très simple, entre guillemets, à prendre en compte. Souvent, si, c'est sûr que... Il y a peu de chances de bris mécanique dans les 5 premières années. Là, et puis la plupart du temps, dans le leasing... durant la période en fait dans laquelle vous prenez le leasing, c'est là où il y a la garantie du constructeur. Donc souvent, la probabilité qu'il y ait un problème majeur est proche de zéro. Donc si c'est quelque chose qui vous inquiète, la mécanique, que vous n'aimez pas ça, c'est sûr que c'est un peu plus onéreux le leasing, en fait, dans le sens où vous ne faites que payer de la dépréciation, encore une fois, mais... Vous avez de la flexibilité. C'est ça. Puis vous avez de la flexibilité. Après, c'est sûr que ça ne vous laisse aucun actif. C'est par exemple, au bout des 5 ans, tant pis, vous ne laissez pas. Le kilométrage, ça c'est aussi souvent une question aussi que des fois les gens posent quand ils arrivent chez le concessionnaire. Pourquoi ça coûte de l'argent supplémentaire? C'est parce que, évidemment, quand vous faites rouler la bagnole, c'est sûr que le temps avançant, évidemment, elle devient de moins en moins en bonne condition. On peut parler d'expérience de nos anciennes voitures JP, là, qui était un peu... toi, ta voiture actuelle, puis mon ancienne voiture, on sent qu'au bout, quand ça dépasse les 100 000 km, tu sens que c'est définitivement une voiture dite usagée. Là, alors, c'est sûr que louer sa voiture ou acheter, je pense que je le mettrais surtout de savoir comment vous utilisez votre voiture, si vous en prenez soin, ou est-ce que c'est un investissement, encore une fois, de long terme. Même si le concept d'investissement en automobile, ça n'existe pas vraiment. C'est très difficile, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à voir. Puis, y a pas moi, je vois souvent ça, puis j'ai souvent des discussions avec des amis là-dessus, au sujet de est-ce que si on s'achetait une nouvelle voiture demain, est-ce qu'on le ferait, ou on voulait avoir un nouveau véhicule, est-ce que ce serait une location, ou ce serait un achat? Puis, malgré les faits, malgré la logique de dire il y en a un que c'est ton actif, que tu gères l'ensemble des coûts et des dépenses et des avantages, et que de l'autre côté, que c'est une location qui, est plus un partenariat et qu'après 5 ans, tu peux littéralement t'en débarrasser, on dirait que ça vient avec des faits, mais aussi beaucoup de... un petit peu comme en anglais des assumptions, mais le fait que chaque personne a un petit peu son préavis sur qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est préférable. Puis c'est quand même difficile de changer la vie de quelqu'un. J'ai un de mes bons amis qui est très, très fan de la location, qui se voit vouloir conserver un véhicule de l'année à chaque fois aux 5 ans et qui va toujours vouloir rouler son contrat de location pour un nouveau véhicule et ça de manière continue pour toujours avoir une voiture de l'année.
Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de ça, donc on s'entend pas beaucoup quand on parle de ce sujet-là, parce que clairement que moi, je veux pas être quelqu'un qui va être un fan de location, parce que avoir une voiture de l'année, ça me dérange pas. Ma voiture n'est clairement pas de l'année, elle roule très bien. Et c'est un petit peu ça la particularité. C'est qu'il y a des faits, puis Gab en a parlé beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de... On a un petit peu un avis déjà Oui. C'est souvent le cas d'ailleurs dans le domaine de l'automobile. C'est pour ça que c'est... Vous remarquerez d'ailleurs quand vous avez des amis ou des connaissances, ils vous donneront toujours une opinion complètement séparée. Les gens se croient omniscients un peu dans le milieu de l'automobile. Ah non, ça c'est pas bien, prends pas cette voiture-là, etc. Alors que aujourd'hui, les véhicules de nos jours, ils sont extrêmement... En fait, ils n'ont jamais été aussi fiables. Les bris mécaniques sont quand même souvent couverts par la garantie. Les garanties sont très bonnes. Ils sont très prolongées aussi dans le temps. Ouais. Surtout sur les garanties de base, celles qui sont souvent c'est 5 ans, 4 ans, 7 ans. Je sais par exemple les Kia, par exemple, je sais que par exemple en Europe sont sur 7 ans. La plupart des voitures, surtout les voitures asiatiques aussi, ont tendance à être extrêmement fiables. C'est rare. Vous allez rarement avoir des problèmes mécaniques avec. Donc c'est... Moi, dans votre décision acheter ou louer, aussi la question qu'il faut se poser aussi, c'est, encore une fois, c'est quoi votre budget ? Qu'est-ce que vous intégrez dans les coûts ? Sachez-le, quand vous achetez un véhicule, quand vous faites un leasing, évidemment, vous devez avoir une assurance qui est spécifique, qui est une assurance, dit ici, des deux bords. On appelle ça une assurance tout risque en France, qui peut être extrêmement coûteuse parce qu'elle couvre aussi le créancier. Elle couvre, en l'occurrence, la marque du véhicule. C'est une façon, c'est sûr, de booster les ventes, le leasing, puis de rassurer le client, de dire « Ah ben non, mais tu sais, on s'occupe de tout, en fait. » C'est ça un peu c'est de savoir, c'est encore une fois, c'est un peu comme des styles de gestion. On avait parlé de quelqu'un qui est plus conservateur ou quelqu'un qui est plus agressif. Mais c'est un peu la même chose, sauf que c'est dans le milieu de l'automobile, en sachant que, moi je dirais, dans quasiment 70% des cas, c'est mieux d'acheter une voiture, c'est mieux de l'acheter pour soi-même. Moi, c'est mon opinion, encore une fois. Dans 70% des cas, à mon opinion, c'est mieux d'acheter une voiture. Si par contre, effectivement, vous êtes un commercial ou quelqu'un qui se déplace beaucoup, puis qui a besoin d'avoir un véhicule quand même en bon état tous les 5 ans, puis qui souhaite avoir des frais professionnels, allez avec la location, c'est sûr. Exactement. Donc, un sujet assez intéressant qui, si on peut dire, sort un peu du domaine des actifs, là, qui est important à noter. Là. Une voiture est un actif, mais n'en est pas vraiment un. Parce ça que perd de la valeur. Ouais. Exactement. La valorisation est difficile à faire, mais on trouve ça quand même intéressant de l'aborder parce que c'est un questionnement qu'on entend souvent, qu'on se fait souvent et qu'on trouve assez intéressant à soulever. Je ne sais pas si Gab, tu veux rajouter un point avant qu'on conclue? Oui, mais puis c'est sûr, on n'en a pas parlé aujourd'hui, là, parce qu'encore une fois, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, là, l'ambiance, par exemple, quand on négocie la voiture, etc. Moi, j'adore ça, je trouve ça très, très drôle, mais oubliez pas aussi, l'automobile d'occasion, là, c'est parfait. Là. Pour 90% des gens, ça suffit très largement aussi. Oubliez pas cet aspect-là, parce que la tentation, c'est de vous vendre, encore une fois, un 0%, on se souvient, ça n'existe pas, etc. Prenez, si vous n'avez pas le budget pour avoir une voiture neuve, prenez une voiture d'occasion, ça marche très bien dans la plupart des cas. Exactement. Donc, c'est ce qui va conclure notre deuxième segment et par le fait même le podcast. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. Je vais laisser Gab, comme d'habitude, faire sa petite fin classique qui est très importante. J'ai hâte. On n'oublie pas, évidemment, de partager notre contenu si jamais vous avez apprécié. Sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez mettre des likes aussi sur YouTube, commenter aussi. Vous pouvez vraiment... c'est vraiment très apprécié que vous parliez effectivement du podcast. Nous, ça nous permet de partager notre passion au plus grand nombre de personnes. Exactement. Pour vous, ça vous coûte rien. Puis nous, ça nous permet, encore une fois, de produire du contenu de qualité, etc. Et en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Et donc, déjà, on vous rappelle le 10e épisode la semaine prochaine. Donc, on vous prépare quelque chose. Donc, soyez des nôtres dans notre discussion classique. On a bien hâte de vous le partager sous peu. Merci JP, bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Salut.